Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Présentation ce mardi par le président de la République, Jovenel Moïse, du Premier ministre nommé Jean-Henri Séan. Le chef de l'État a demandé au prochain chef du gouvernement de faire du dossier Petro-Caribé l'une de ses priorités. Plusieurs dizaines de citoyens ont marché ce mardi dans les rues de Port-au-Prince. Les protestataires dénonçaient le gaspillage de l'argent public. Ils ont dit non à la corruption. Paralysie des activités à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, la salle des urgences a été inondée dimanche dernier suite aux averses. Il semble que pour ce qui est de la ratification d'un nouveau Premier ministre, les textes de la Constitution prêtent à différentes interprétations. Pour faire le point définitivement sur la question ce soir, nous avons avec nous Maître Patrick Laurent. Bonsoir, Maître Laurent. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Métropole. Maître Laurent, bon, apparemment, tout le monde pas fin d'accord sur différentes étapes de processus de ratification. Est-ce qu'on peut rapidement résumer pour nous? Bon, alors, fondation de la Constitution, dans l'article 137, première étape là, c'est le choix du Premier ministre. Ça veut dire, le président doit choisir le Premier ministre dans un parti qui gagne majorité absolue dans deux chambres. Dans le cas contraire, il est obligé en consultation avec le président de chambre pour choisir le Premier ministre. Ça, c'est l'article 137 de la Constitution. D'accord. Deuxième étape, c'est l'article 158 là. Premier ministre, une fois choisi et nommé par le président, maintenant on est dans l'étape de l'article 158 de la Constitution où le Premier ministre, de concert avec le président, choisit les membres du cabinet ministériel. C'est ça. Et ensuite, maintenant, prépare l'énoncé de sa politique générale, descend au Parlement avec son cabinet pour l'énoncé de sa politique générale en vue de trouver un vote de confiance. Juste avant ça, il y a eu toujours par les membres du Parlement l'examen du dossier du candidat. Il faut que toutes les pièces soient là et soient conformes. Eh bien, alors le problème maintenant, c'est qu'avant l'amendement de la Constitution, il y avait l'intervention du Parlement sur le choix, sur la personne du Premier ministre. Maintenant, avec la Constitution amendée, le Parlement n'a pas à intervenir sur le choix. Cependant, la Constitution prévoit tout un certain nombre de critères pour qu'un citoyen ou une citoyenne puisse devenir Premier ministre. Et à ce moment-là, au moment de la ratification, au moment de l'énoncé de la politique générale du Premier ministre, le Parlement pourrait statuer sur les documents. Est-ce que le citoyen présent ou la citoyenne présente au Parlement comme Premier ministre répond aux critères de la Constitution? Donc c'est là le problème véritablement. Quand est-ce que le Parlement va faire le contrôle sur la personne? Est-ce que la personne présentée pour être Premier ministre répond aux critères constitutionnels? C'est ce qu'on appelle la présentation du dossier, le candidat. Donc à ce moment-là, maintenant, on fait une pierre de coups maintenant. On présente l'énoncé de politique générale plus les documents pour voir est-ce que la personne désignée comme Premier ministre a la qualité requise pour devenir Premier ministre. Donc si j'ai bien compris, Maître Laurent, vous nous dites que la déclaration de politique générale se fait avant l'examen des pièces du dossier. Non, pas peu faire. Parce que nous sommes à l'article 158 et la déclaration de la politique générale se fait au Parlement. Alors, à ce moment-là, si le Parlement voudrait vérifier les pièces avant même d'inviter le Premier ministre à présenter sa politique générale, invitera le Premier ministre à déposer son dossier pour voir est-ce qu'il répond aux critères constitutionnels. Mais de toutes les façons,
le Parlement, c'est au moment de l'énoncé de la politique générale du Premier ministre pourra statuer. Est-ce qu'il va donner un vote de confiance ou pas? Parce qu'avec la Constitution amendée, le Parlement n'a pas la possibilité de faire objection au Premier ministre, à la désignation d'un citoyen ou d'une citoyenne comme Premier ministre avant de se présenter au Parlement pour faire l'énoncé de sa politique générale. Bon, ok, mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore très bien compris à quel moment le Parlement intervenait pour l'analyse des pièces, pour savoir si le Premier ministre nommé répondait aux critères. Est-ce que c'est laissé à l'appréciation des présidents des deux chambres? Bon, ce n'est pas laissé à l'appréciation des présidents des deux chambres, parce que c'est l'amendement qui pose problème, qui crée ce problème-là maintenant. Car le Premier ministre va se présenter au Parlement pour la première fois, c'est pour l'énoncé de sa déclaration de sa politique générale. Toutefois, avant même, le Parlement pourrait demander au Premier ministre de présenter tous les dossiers, non seulement son dossier, mais aussi les dossiers de les membres de son cabinet ministériel. De tous les membres si vous me demandez quel article de la loi qui fait cette injonction, je vous dirai, je ne sais pas. Bon, et Maître Laurent, si vous comprenez bien, au fin que dis-nous que dans la Constitution, il n'y a pas aucun article qui dit clairement qu'il pour analyse des pièces du dossier pour fait par rapport à la déclaration de politique générale. Oui, justement, parce que, et par exemple, un article de la Constitution dit, avant pour le Premier ministre de présenter politique générale, il faut qu'il voie document dans le Parlement. Ah, donc, okay. Autrement dit, question ça, t'as supposé régler par le président. Avant de nommer un citoyen ou bien une citoyenne comme Premier ministre, il a supposé assurer lui-même que moun sa li désigné comme Premier ministre là répondent à tous les critères constitutionnels en ce qui a trait à document. Mais comme Parlement tout, c'est co-dépositaire de la souveraineté nationale, là pour le contrôle et que Premier ministre là est sous contrôle, sous table dit Parlement est capable de faire un double check, si on est capable de parler comme ça, pour vérifier est-ce que citoyen ça ou bien citoyen ça répond aux critères constitutionnels. Mais si le Parlement appelle, qui est pour le faire ça? La Constitution pas dit ça. Eh bien, une meilleure pour le faire, c'est l'aile pour la déclaration énoncée politique Premier ministre, les salles qui a demandé pour que, à tout énoncé, avant de présenter énoncé déclaration politique là, il faut tout voyer, tout dossier, tout le monde pour assurer que tout le membre cabinet est conforme à la Constitution. Mais ça, c'est un travail qui n'est pas petit, ça. C'est fort. Bon, le travail parlementaire, pas jamais petit, c'est une responsabilité. Oui, mais là, il y a une question de temps. Tout, si il y a une déclaration de politique générale, capitaine qui pour le faire, et puis pendant temps, ça, il a étudié où est-ce un tel, pas de jamais, une nationalité étrangère, s'il est en règle avec le fisc, s'il fait déclaration de patrimoine, etc., etc. Ça, c'est des gros dossiers. Bon, justement, donc c'est ça que fait, à la même texte déclaration politique générale, les premiers ministres envoyés, il faut tout voyer, tout les documents pour que tu as fait d'une pierre deux coups et que si jamais il y a un membre cabinet ministériel qui ne pas répondre avec critères constitutionnels là, le Parlement a signalé Premier ministre ça pour que tel citoyen ou telle citoyenne pas qu'à dans le cabinet ou bien si d'aventure c'est Premier ministre même pour tout dire ça pour lui-même dans ce cas, il tout présenter et démissionne à président de la République là pour dire bon, je renoncer avec poste là. Mais ça c'est problème constitutionnel là parce que amendement avant amendement t'es qu'on gagne première ratification que tu as faite sous choix moun. Est-ce que mon président désigné li répond à tous les critères constitutionnels pour le premier ministre? Les parlement ça été connu, c'est un vote technique pour dire que moun ça après il va recevoir premier ministre qui nommé avec cabinet ministériel pour le temps d'énoncer politique générale. Et là c'est un choix politique. Oui, mais avec amendement constitution pas gagner ratification choix dans le Premier ministre encore, et là, ça nous passe en phase directe de énoncer politique générale. Comme Parlement là, tout pour veiller au respect de la Constitution,
dans le cas ça, il a tout demandé pour le faire d'une pierre deux coups. Il faut que vous voyez énoncé politique générale là-bas et documents pour voir est-ce que tout le monde qui prêt pour faire partie du gouvernement, est-ce que ils répondent à critères constitutionnels là? Bon, c'est ça que t'es passé avec le dernier gouvernement. Côté, on t'a dit que tu as gagné 4 ou bien 5 ministres qui pas de joindre des charges et que donc de ce fait, tu n'as pas de droit dans le dernier gouvernement. Donc ça, alors, pour parler à problème, ça, faut vérification ça t'a fait là à deux niveaux. Un, au niveau de l'exécutif, il faut vérifier est-ce que le monde l'a proposé répond à critères constitutionnels là. Et deux, avant de nommer, vous avez envoyé documents dans le Parlement, puisque le gouvernement responsable devant le Parlement, vous avez supposé envoyer documents dans le Parlement pour que le Parlement fasse une analyse et que pour nous correct, pour nous clair, que les gens qui ont nommé Premier ministre et ministre, c'est des citoyens et citoyennes qui en règle avec la Constitution. Ok, Maître Laurent, on pousse pour plus devant. Alors, le Premier ministre a fait sa déclaration de politique générale, premier cas de figure, et le Parlement est accepté, il y a le vote de confiance, donc il est Premier ministre nommé et ratifié, il a commencé le travail, pas de problème. Deuxième cas, là, après la déclaration de politique générale, le Parlement n'accorde pas un vote de confiance. Qu'est-ce qui se passe? Bon, qu'est-ce qui se passe? L'article 158 dit la procédure recommence. Oui, mais ça veut dire quoi? Le problème, qui va la procédure après commencer? Maître Laurent, un petit moment. C'est là que j'ai l'impression qu'un pile monde a un problème. Qu'est-ce que ça veut dire la procédure recommence? Est-ce que ça veut dire que vous voyez ce Premier ministre nommé retour à ses parents à le refaire déclaration? Ou bien est-ce que ça veut dire qu'on change de Premier ministre? De Premier ministre. Alors, nous allons répondre à une question comme ça. Si nous avons l'article 158 là, l'article 158 là dit, Premier ministre de concert avec le président, il choisit le cabinet ministériel et il écrit énoncer déclaration politique générale pour la chercher un vote de confiance dans le Parlement. Oui. Maintenant, s'il n'y a pas un vote de non-confiance, la procédure a recommencé. Si nous arrêtons dans le cadre de l'article 158 là, la procédure a recommencé, qui bon, est-ce que c'est là que choisi le cabinet ministériel ou bien là le passé dans la déclaration politique générale là. Si c'est là ça nous a dit, le Premier ministre là toujours, c'est devoir là le refaire. Mais nous avons fait analyse rapide. La procédure recommence, c'est la formation du gouvernement. Qui procédure gagne pour nous gagner un nouveau gouvernement? Les ça faut tomber dans l'article 137. L'article 137 là dit faut que le président choisisse le Premier ministre. Soit dans le parti majoritaire dans le chambre, voilà, bon, si pas gagné de concert avec les présidents des deux chambres. Si nous remontons l'analyse là, de l'article 137 là, on a combiné l'article 137 là et 158 là. Donc, procédure recommence, ça veut dire recommence depuis l'article 137 là, le président a supposé choisir l'autre Premier ministre. Mais, exemple pratique, ce gouvernement provisoire est dirigé par le président Privert. Fritz Jean est nommé Premier ministre. Oui. Il arrive dans le Parlement pour un vote de non-confiance pour déclaration politique générale là, et bien il tout allé. Donc ce qui signifie, pour nous comprendre la procédure recommence là, il faut ne pas arrêter seulement l'article 158 là, il faut aller dès le début dans l'article 137 là. Que là, la procédure a commencé. Président choisi, et dans l'article 158 là, Premier ministre là, avec président choisi, cabinet ministériel, et Premier ministre là, préparé énoncé politique générale, là, dans le Parlement pour prendre vote de confiance. Et s'il prend un vote de non-confiance, procédure qui peut mener pour former nouveau gouvernement, n'a pas commencé dans l'article 137 là. Mais faut me dire, ou bien raison, il y a un pile juriste qui pas entendre sous question, parce que il y a qui était seulement l'article 158 là, et bien, moun qui était seulement l'article 158 là, pour le dire, et bien, procédure recommence là, c'est que Premier ministre là, pour le remanier cabinet ministériel, il pour le passer bien dans la déclaration politique générale. Mais dans la pratique constitutionnelle haïtienne, interprétation qui pipe réalité, il faut remonter dans l'article 137 là, depuis la désignation. Parce que depuis jouer un vote de non-confiance de déclaration politique générale là,
Premier ministre dans la pratique, tout tombé. Le président doit faire un autre choix. Oui, bon, ça c'est exactement ça qui est arrivé avec Fritz Jean. Cependant, en Haïti, nous sommes sous le régime du droit latin, nous pas sous le régime du droit coutumier. C'est pas parce que ça t'est arrivé Fritz Jean pour ça arriver demain matin encore. Bon, alors c'est la pratique, sauf que vous avez raison, parce que si nous avons dit des constitutionnalistes, la constitution est d'application stricte, c'est même pas d'interprétation. C'est l'article 158 là, c'est lui qui parlait de la procédure recommence. Eh bien, si c'était l'article 158 là seulement arrêté, eh bien, le gouvernement, pour la déclaration politique générale, pour un vote de non-confiance, ça t'a qu'à dissimuler l'article 158 là, stricto sensu, eh bien, procédure recommence là, eh bien, bon, Premier ministre là, avec président, à le réformer, cabinet ministériel là, Premier ministre là, lui-même, repasser le main, déclaration politique générale. Mais je veux dire que même si c'est l'article 158 là, il y a toujours à le combiner l'article 137 là, il va le faire procédure à remonter depuis le choix, laisse ça pratique constitutionnelle loin, veut dire que Premier ministre, une fois qu'il prend un vote de non-confiance, c'est président pour l'obliger nommer un l'autre. Mais je reconnaître qu'on a raison et que l'amendement constitutionnel, nous avons suggéré pour un chapitre qui peut parler de la formation du gouvernement pour contre lui. Si l'article 137 là, c'est un chapitre ensemble à l'article 158 là, problème ça va résoudre. Problème ça va résoudre, il va poser, il va dire le choix du Premier ministre par le président, formation du cabinet ministériel par le président et le Premier ministre, déclaration politique générale au Parlement. En cas de vote de non-confiance, la procédure recommence. Mais le problème non posé, c'est parce que dans l'article 137, l'attribution du président, il parle de le choix du Premier ministre, et juste dans l'article 158 de la Constitution, quand il parle de l'attribution du Premier ministre, et là, ça, c'est la dernière phrase article ça qui dit la procédure recommence, et si un juriste qui traite Atillon, qui rete seulement l'article 158 là, qui font analyse hermétique, le texte là seulement, il a bien raison tout, parce que là, dans le texte là, il parlait de Premier ministre qui a formé cabinet de concert avec le président et il va le présenter déclaration politique générale pour chercher un vote de confiance. Même parce que c'est ordonnancement texte qui est mal fait. Voilà. Si 137 là à 158 là, tu es supposé 137 là théorique, mais si tu as un chapitre qui parle de la formation du gouvernement, eh bien 137 là, 157. Et 157 plus 158, l'information du gouvernement. Et là, d'abord, une dernière phrase en cas de vote de non-confiance, la procédure recommence. Il tape aisément ouais, que c'est reformé pour recommencer dans le processus formation gouvernement depuis le choix Premier ministre. Ok, Maître Patrick Laurent, merci un peu. Bon, je pensé à soi, nous sommes capables de mettre un point final aux différentes interprétations, mais nous tous les deux, nous avons fait choc avec cette même phrase que la procédure recommence. Qui tombait dans l'article 158 voilà. Là, qui est très loin de l'article 137 là. Voilà, donc il faut rapidement que le législateur ait penché sur ce problème-là et qu'il ait clarifié exactement ce que veut dire la procédure recommence, parce que sinon, on a toujours dans le même chouboum là. Bon, ou bien nous avons un peu l'espoir que vous formez le Conseil constitutionnel là pour la Cour voilà. Constitutionnelle clarifier la question une fois pour toutes. Exactement. Eh bien, merci infiniment et Maître Patrick Laurent pour l'éclaircissement ça, même si nous pas arrivés à mettre tout point final, mais au moins qu'on y est là, bah, il est clair pour tout le monde, il y a deux possibilités d'interpréter l'article 158 et de la Constitution. Et Constitution pas permettre nous de manière claire et juridique de trancher sur la question. Sur la question. OK. D'accord, merci, au plaisir. Merci, Maître Laurent. À bientôt, bonne fin de journée. À bientôt, bye bye. Voilà, c'était Patrick Laurent, Maître Patrick Laurent, qui est un peu le conseiller juridique de Télémétropole, qui nous donnait son point de vue sur l'interprétation qu'il faut donner aux articles 137 et 158 de la Constitution, qui concernent la ratification du Premier ministre.
Le Premier ministre nommé Jean-Henri Séan a été présenté officiellement à la nation ce mardi par le président de la République, Jovenel Moïse. La cérémonie a eu lieu au Palais national en présence du Premier ministre démissionnaire et ainsi que de tout son cabinet, des présidents des deux chambres, Joseph Lambert et Gary Baudot, le corps diplomatique et des personnalités de la société civile. Notre collaborateur, Luckner Garot, a assisté à la cérémonie et il vient nous en faire un compte-rendu ce soir. Bonsoir, Luckner. Bonsoir, Serge. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, comment ça s'est passé ce matin? Ça a commencé à quelle heure d'abord? Bon, beaucoup de retard. Beaucoup de retard au palais. Généralement, c'est 1 heure de retard. Donc, il était pratiquement plus de midi pour rendez-vous de 11 heures, bien sûr, plus de midi lorsque le président est arrivé dans cette salle avec le Premier ministre nommé, le Premier ministre démissionnaire et son gouvernement, les deux présidents des branches du Parlement, vous l'avez dit bien sûr. Et c'était une cérémonie avec un discours. Le discours du président de la République pour présenter Jean-Henri Séan comme nouveau Premier ministre nommé. Bon, un discours et pour plutôt soumettre sa vision au Premier ministre. Donc, Jovenel Moïse, pendant 46 minutes, a dit à Jean-Henri Séan qu'est-ce qu'il attend de lui lorsqu'il aura eu le vote du Parlement. Et bien sûr, on va commencer par le plus gros dossier, c'est les dossiers qui sont en débat actuellement, qui concernent la corruption, notamment le cas Petro-Caribé. Voilà. Le président se dit finalement prêt à un procès Petro-Caribé. Il demande à Jean-Henri Séan de, une fois sorti du Parlement, lancer le processus pour que la justice puisse faire la lumière sur cette question, sur ce dossier. Et, avec un bémol bien sûr, il faut que ce soit dans les règles de l'art. Il faut que ce soit la justice qui dise son mot sur cette question, mais pas les politiques. Le dossier Petro-Caribé doit être traité par la justice et que les coupables puissent être punis et payés, parce que selon Jovenel Moïse, l'argent a été mal dépensé. Il y a eu de la surfacturation dans les contrats, il y a eu concussion. Il faut que les coupables paient. Mais ce ne sont pas les politiques qui doivent dicter ce qui doit être fait aujourd'hui. Ce ne sont pas ceux qui, aujourd'hui, s'acharnent à demander et que le dossier Petro-Caribé soit traité, qui sont en train de politiser la question, qui doivent mener le débat, c'est plutôt la justice. Donc voilà en quelque sorte les propos de Jovenel Moïse en ce qui concerne ce dossier, le Petro-Caribé. En fait, le président ne fait que revenir à la première promesse qu'il avait faite lorsqu'il avait annoncé que ses 5 priorités seraient la lutte contre la corruption, la lutte contre la corruption, la lutte contre la corruption. C'est en ce sens qu'il a terminé son discours. Oui, il n'y a pas de corruption sans corrompus et corrupteurs. Voilà. Il faut engager la lutte contre la corruption et je suis prêt. C'est ce qu'il a dit et c'est ainsi qu'il a terminé son discours. Oui, parce qu'en effet, comme vous l'avez dit, le premier dossier qu'il a mis en avant, c'est le fameux dossier Petro-Caribé et il a enchaîné tout de suite après sur le thème récurrent de lutte contre la corruption, thème auquel il a ajouté lutte contre le gaspillage. Justement. Alors, pour le gaspillage, c'est un deuxième défi lancé au Premier ministre qui va devoir regagner la confiance des citoyens. Parce que là, on a vu les événements des 6 et 7 juillet, c'est en quelque sorte les citoyens qui ont rompu le pacte de confiance entre eux et Jovenel Moïse. Donc, le Premier ministre devra rétablir cette confiance. Et pour cela, Jovenel Moïse conseille au Premier ministre, exhorte le Premier ministre à réduire, à effectivement réduire le train de vie de l'État. Et ça va passer par l'application d'un arrêté, l'arrêté du 29 mars 2017, paraphé par l'administration Moïse Lafontaine, qui, avec 64 articles, voulait réduire le train de vie de l'État. Selon Jovenel Moïse, aujourd'hui, il n'y a que 4 articles qui sont relativement plus ou moins respecté dans 4 sur 64. 4 sur 64. Donc, Jean-Henri Séan aura donc à faire respecter ou encore à faire appliquer les 60 autres articles restants dans cet arrêté. Donc, Jovenel Moïse croit que rétablir la confiance passe par là. Et, mais bon, avec ce qu'on a vu les 6 et 7, on va dire que c'est un pari risqué pour le Premier ministre Jean-Henri Séan, qui va devoir gérer un gouvernement qui est habitué au luxe, par exemple. Parce que depuis tout ce temps, vous imaginez, après 18 mois ou encore 17 mois avec Jacques Guy Lafontaine, seulement 4 articles ont pu être respectés. Alors que
Jacques Lafontaine n'arrêtait pas de claironner que le train de vie de l'État était ralenti et que c'était autre chose. Mais maintenant, on apprend que seulement 4 articles ont été plus ou moins respectés. Donc là, c'est le deuxième défi pour Jean-Henri Séan. Et après, on va dire les élections. Les élections de 2019, c'est quand même le premier scrutin de l'ère Jovenel Moïse. Donc, Jean-Henri Séan a cette responsabilité lourde de réaliser des élections en Haïti pour renouveler la Chambre des députés complètement et une partie du Sénat. Et Jovenel Moïse en a profité pour lancer une flèche quand même à l'endroit de l'opposition, arguant qu'il n'y a qu'aux élections ou encore que par les élections que des gens qui aspirent au pouvoir peuvent arriver au pouvoir ici en Haïti. Donc, c'est comme pour répondre à l'opposition qui demande le départ de Jovenel Moïse pour lancer un plan de 36 mois et de transition. Donc, voilà. Et Jovenel Moïse pense que les élections sont incontournables et ce sera à Jean-Henri Séan, homme de 62 ans, de réaliser ces élections. Donc, voilà un petit peu pour les tâches, sans oublier peut-être la caravane. La caravane de Jovenel Moïse, bien sûr, il y tient. Ça doit continuer. Ce n'est pas un programme, c'est une stratégie. Donc, toutes les actions du Premier ministre doivent passer par cette caravane, puisque c'est à travers cette stratégie que la population devra voir et, les actions qui sont posées, les routes qui sont réhabilitées ou construites, l'eau qui arrive. Donc, tout passe par la caravane de Jovenel Moïse. Il faut quand même rappeler, Luc Niargaro, que la Constitution est claire sur les rôles respectifs du président et du Premier ministre. C'est quand même le président qui est élu par le suffrage universel. Il est élu sur un programme et sur des promesses. Et constitutionnellement, le rôle du Premier ministre est de donner vie, d'atterrir, comme on dit dans le jargon actuel, les promesses du président. De faire aboutir les promesses du président. En d'autres termes, on pourrait même aller jusqu'à dire que la déclaration de politique générale d'un Premier ministre, quel qu'il soit, ne saurait être autre chose que la mise en application de ce que le président de la République avait promis. Et là, déjà, il y a des commentaires. Par exemple, à entendre Jovenel Moïse aujourd'hui, certains estiment qu'il s'est déchargé vraiment de toute responsabilité, mais de tout fardeau, et laisser tout ça sur les épaules de Jean-Henri Séan. Parce qu'on ne parle pas de 2 ou 3 recommandations, hein. C'est une liste. Oui, mais est-ce que j'ai oublié de dire, par exemple, que Jean-Henri Séan doit rapidement travailler afin de soulager la misère des citoyens, des peuples, des plus faibles alors. Il faut éteindre l'incendie qui a commencé les 6-7 justement. Donc ça, c'est la plus grande mission. Et Jean-Henri Séan va devoir se débrouiller. Évidemment, Jovenel Moïse a parlé de cette commande de riz, 12 000 tonnes de riz qui doivent arriver sous peu pour équilibrer le marché. Et bon, là aussi, on se demande, est-ce que 12 000 tonnes seront suffisantes, parce qu'avec Haïti qui consomme plus de 600 000 tonnes par an, on parle de 12 000 tonnes, c'est pratiquement rien. Bon, Jovenel Moïse croit que ça pourra quand même équilibrer le marché, on attend. Et donc, Jean-Henri Séan a ses responsabilités, et la rentrée des classes, par exemple. C'est vrai qu'il y a... Et c'est une échéance qui est très proche. Très proche, très proche. Il y a déjà des efforts qui sont consentis par le gouvernement démissionnaire, mais il faudra que Jean-Henri Séan prenne la main très vite pour faciliter la rentrée scolaire. Donc, un gouvernement inclusif, ou encore une gouvernance inclusive, dont on n'a encore aucune idée de quelles en seront les composantes. Ouais, là, on attend. Mais le président a clairement demandé à son Premier ministre nommé d'instaurer une gouvernance inclusive. D'ailleurs, il l'a dit, il a choisi Jean-Henri Séan, c'était, lors des élections, un concurrent, un compétiteur. Bien sûr. Et Jean-Henri Séan ne fait pas partie de son cercle politique, il l'a dit. Donc, c'est comme lancer un message pour dire que c'est dans le vivre ensemble qu'on pourra faire décoller le pays, mettre Haïti sur les rails. Donc, il a lancé ce message et maintenant, il attend que son Premier ministre nommé aussi fasse pareil et arrive à rassembler tout le monde au sein de ce gouvernement et instaurer cette gouvernance inclusive. Donc, voilà, et le président est clair. Et je crois que là, la balle est dans les pieds des parlementaires d'abord. Oui. D'abord. Et c'est vrai que Jean-Henri Séan aura à monter son cabinet, un cabinet qui puisse convaincre, il le faut aussi. Une politique générale différente de celle présentée par Jacques Lafontaine. On se le rappelle, Jacques Lafontaine, devant le Parlement, ne faisait qu'acquiescer aux demandes pendant toute la nuit. Maintenant, les parlementaires demandent autre chose. Pas
pas un Premier ministre qui va venir faire des promesses, je vais construire, je vais faire ça et ça, parce qu'on connaît la réalité économique du pays, mais il faut un plan rationnel qui puisse quand même renforcer, je vais dire, le programme de Jovenel Moïse, parce que les actions, les événements du 6-7 ont presque donné carton rouge à ces programmes, selon les observateurs. Donc, il faudra venir renforcer le programme de Jovenel Moïse, même quand la caravane doit demeurer comme stratégie, mais il faudra être plus concret, plus pragmatique dans les actions, parce que c'était quand même une sanction à cette stratégie, et les événements de 6 et 7. Je crois que c'est Jean Ricéan lui-même qui disait qu'il pensait être un des rares hommes politiques aujourd'hui à pouvoir s'adresser à toutes les couches de la société. Là, l'opinion est d'accord. Je crois que l'opinion est d'accord sur ce point, parce que là, les réactions suite à la nomination de Jean Ricéan, on les a entendues. Il n'y a pas vraiment de réserve sur la personne de Jean Ricéan. C'est quelqu'un de beau commerce, c'est quelqu'un qui a de l'entre-gens. On a entendu tout ça. Maintenant, il reste à matérialiser ces paroles. Et Jean Ricéan, qui était candidat à la présidence à 2 reprises, qui est leader de parti et tout, les partis politiques, que ce soit ceux qui sont en opposition à Jovenel Moïse, ne sont pas contre le choix de Jean Ricéan. Maintenant, il faut dans les faits qu'il prouve qu'il est capable de porter, de surmonter les obstacles qui sont devant lui aujourd'hui. Bon, la dernière étape, c'est le Parlement. Aujourd'hui, le président Jovenel Moïse a tout dit, sauf demander aux parlementaires de voter Jean Ricéan. Jovenel Moïse présentait Jean Ricéan. Les parlementaires étaient là. D'ailleurs, on a vu les députés et sénateurs aller saluer le président après la cérémonie. Maintenant, jamais il a dit, messieurs les parlementaires, je vous demande d'accorder votre vote à Jean Ricéan parce que je l'ai choisi, je lui fais confiance. Il n'a jamais dit ça. Par contre, à au moins 6 reprises, il a souligné si les parlementaires vous accordent leur vote. Si vous avez la confiance des parlementaires, si vous réussissez à passer... Donc, il y a toujours un si dans les propos de Jovenel Moïse quand il s'adresse à son Premier ministre. Donc, là, il faut d'abord monter le cabinet, aller au Parlement et accepter son sort. Est-ce un ballon d'essai? C'est la question qui se pose. Ou est-ce vraiment le choix de Jovenel Moïse? La question se pose réellement, Serge Blanc. Eh bien voilà, je crois que vous nous avez très bien résumé l'essentiel de ce qui s'est passé aujourd'hui au Palais National, présentation du Premier ministre nommé. La prochaine étape, je crois que la déclaration de politique générale devrait passer. J'imagine que les contacts ont eu lieu avec les négociations et tout, on espère. Et qu'on peut espérer. Il y aura peut-être quelques contestations sur tel ou tel ministre, comme ça s'était passé avec 5 ministres du dernier gouvernement Lafontaine, qui avaient été contestés. La question que nous avons débattue encore aujourd'hui avec Maître Patrick Laurent reste de savoir que veut dire la phrase « la procédure recommence » et cette question en se cas pose de vote depuis, de non-confiance. Depuis l'ancien Premier ministre choisi, encore nommé par Jocelyn Prévert, Fritz Jean, la question se pose. La question jamais se pose. on a eu de réponse. Jamais ce point n'a été éclairci. Mais bon, alors voilà, je pense qu'il ne nous reste plus qu'à souhaiter bonne chance au Premier ministre nommé et au pays également. Hein, parce que bien entendu, il ne s'agit pas de souhaiter bonne chance à un homme, mais à un homme qui est capable de changer les destinées du pays et d'apporter quelque chose de concret et rapidement. On ne peut plus se contenter de promesses. C'est ça. Merci infiniment, Luc Serge, Néargaro. vous le savez. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Voilà, c'était Luc Néargaro de Télémétropole, Radio Télémétropole, qui nous résumait la journée de présentation du Premier ministre Jean Ricéan au Palais National par le Président de la République. Le professeur Auguste de Meza appelle le futur Premier ministre à s'attaquer à la problématique de la faim dans le pays avant toute autre chose. Monsieur de Meza était l'invité ce mardi à la rubrique Le Point de Télémétropole avec Wendell Théodore. Ou pas qu'à gagner éducation avec Timoun qui grand goût. Ou pas qu'à améliorer le système santé. Hein?
que les gens viennent qu'à docteur, ils doivent en bâtivante. Les docteurs, ils vont dire depuis combien de jours, moi je dis ça fait 3 jours dans grand goût. Qui médicament docteur, ils vont caballer? Même si nous avons les meilleurs atomiques pour la santé. Le premier facteur d'une population en bonne santé, c'est la nutrition. Il faut le cas manger. Or, 70% de la population vivent avec 130 gouttes, donc 2 $ américains, on dit même 100 gouttes, et on 24% qui vivent avec 65 gouttes. Donc, la première des choses, il faut produire. Il faut produire. Oui, mais produire n'a pas bon Nous résultat. importons 1,2 million en Haïti. Professeur. Il faut 14 semaines pour produire un œuf. On devra produire, on doit produire, professeur, mais produire n'a pas de résultat dans 6 mois, Non, 1 non, an, non, 2 ans, 3 non, mois. 14 Zépina poussé en 28 jours. Zépina. Oui. Donc, écoute, comment peut-on comprendre que nous sommes un pays tropical? Nous importons en 200 à 300 millions de gouttes de noix de coco de la République dominicaine. C'est inadmissible. C'est les données du ministère du Commerce. Il y a 40 à 50 millions passés légalement, reste passé en bas côte. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Professeur, Et pas dire ça, Hugo. m'a dit tellement, il faut ne pas oublier. La première obligation d'un gouvernement envers sa population, c'est de lui permettre de se nourrir. Le manger vino lutte quotidienne. Il faut, président, pas oublier. Dans l'anthropologie haïtienne, dans la sociologie haïtienne, l'obay on moun manger que le cuit, que le cru, lui jeter la terre, c'est plus mal que s'il était bon soufflette. C'est-à-dire le bouquet n'assistana. Une marche pacifique a été organisée ce mardi par des organisations de la société civile pour dénoncer le gaspillage de l'argent public. Partie de la place Dessalines, la manifestation s'est déroulée au cri de non à la corruption, non au gaspillage des fonds publics. L'objectif de cette marche, exiger la reddition de comptes et l'arrestation des corrupteurs et corrompus au sein de l'appareil étatique. Ce mouvement, qui est l'initiative de plusieurs organisations de défense des droits humains, était l'occasion pour les protestataires d'attirer l'attention des autorités sur les conséquences désastreuses de ces fléaux. Une marche qui a bénéficié du support des organisations de la société civile et qui a été récupérée par des structures politiques de l'opposition. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et d'Elsie Dieulassin. Sur les pancartes et banderoles, les slogans et les messages ne manquent pas. De la place Dessalines au Champ de Mars, en passant par la Lue, l'avenue Christophe, la rue Saint-Honoré, longeant la rue Pavée, puis le boulevard Harry Truman, le parcours était long. Les organisateurs avaient un objectif clair. Donc nous là comme simples citoyens pour nous dénoncer ce type de comportement ça. Donc je dis en accepter côté que des sénateurs, des directeurs généraux, des officiels, etc. gagoter comme population alors que la population est dans la misère. Donc nous là pour nous dénoncer ce genre de bagaille ça. Les protestataires voulaient également exhorter les plus hautes autorités de l'État à l'urgente nécessité de combattre la corruption sous toutes ses formes. Jocelyne Colanoël, responsable de la commission épiscopale Justice et Paix, se veut claire et précise. L'État, la justice, ils prennent responsabilité et ils prennent toute disposition pour faire procès l'argent Petro-Caribéen. Il faut qu'ils prennent toute disposition pour combattre toute qualité de corruption, à gaspillage des ressources pays et comme ça doit. Zéro privilège au sein de l'État, non au gaspillage des fonds publics. C'est ce que prône pour sa part le coordonnateur de la POHDH, Joseph Maxime Roni. Nous disons que tout le peuple a beaucoup conscient de problème ça. Nous-mêmes comme organisation qui a joué le chien de garde dans les droits humains, nous voulons dire que malheureux malheureuse à mettre 9 gouttes, 10 gouttes papadap, il y a mettre 100 000 gouttes 4 sous téléphone au Premier ministre. Ça c'est un scandale, nous ne sommes pas capables de tolérer et c'est ça nous venons dire que nous ne sommes pas d'accord là. L'ancienne protectrice du citoyen Florence Elie a elle aussi apporté son soutien à la marche. Madame Elie estime important de faire front commun pour combattre le fléau de la corruption. Il faut montrer solidarité pour que nous fassions force ensemble. Je dis à son début,
Donc nous sommes très contents là. Plusieurs organisations de la société civile ont répondu présent. Édouard Poultre, responsable du CONAN, estime que la corruption ne contribue pas à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Le dossier Petro-Caribé doit être remis sur le tapis. En ce sens, M. Poultre attire l'attention du Premier ministre nommé. Est-ce que il prend engagement avec moun qui bal job Premier ministre pour que Petro-Caribé vienne sous table là? Vienne sous table justice, ça que vous quittez justice la fête. C'est pour ça qu'on a marché là aujourd'hui. Dans cette marche, plusieurs leaders politiques ont été remarqués. C'est un signal clair qui doit interpeller les autorités, a dit Jean-André Victor, responsable du MOPOD. Même Jean, ça a été fait en République dominicaine. Son premier signal que la population baille pour montrer que le prochain mouvement qu'a fait dans le même sens là, mouvement ça a fait pour ramasser plus de monde, pour mobiliser plus de monde, de manière que le message là, il paraît très clair pour l'autorité. Après un long parcours, la marche s'est achevée devant les locaux du Parlement au bicentenaire, où les protestataires en colère ont lancé des propos hostiles aux parlementaires. Pays pas capable encore, ne prenez moins. Les activités ont été paralysées pendant quelques heures à la salle des urgences de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti qui a été inondée dimanche dernier suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale. L'annonce en a été faite par la directrice exécutive de l'HUEH. Le docteur Jessie Colimon-Adrien a indiqué que des dispositions ont été prises pour éviter que ces inondations ne se reproduisent à l'avenir. L'hôpital général, particulièrement salle d'urgence, est inondée. Pendant l'année, ça fait la deuxième fois. Donc, on est Port-au-Prince, il y a un problème de drainage qui obstruait. Et l'eau descend et il est entré tout dans l'hôpital général. Donc, il est sorti depuis en l'air, passé dans le couloir, le chirurgien est entré dans la salle d'urgence. Donc, très rapidement, nous avons mobilisé une équipe pour nettoyer le service d'urgence et pour nous continuer à offrir soins que nous avons prodigués à patients qui étaient dans la salle d'urgence. Donc, pas de patients, pas de... La vie n'est pas en danger parce que l'eau, c'était en bas cabane que était rentré et puis dans différents secteurs. En pile de l'eau. OK, nous faisons nettoyer rapidement pour continuer à soigner. C'est-à-dire qu'il était handicapé travaillant parce que les médecins et infirmiers n'ont pas qu'à traverser l'eau parce qu'il était monté à un niveau assez élevé comme ça. Mais heureusement, après 2 à 3 heures de temps, nous avons mobilisé une bonne équipe pour nettoyer l'eau. Et puis nous prenons disposition pour drainer, ok, pour nettoyer la cour, parce qu'à chaque fois qu'il y a un peu de fatra qui vient obstruer, parce qu'on connaît un commissariat tout près de l'urgence, donc il obstrue le drain et puis il envahit l'eau. Et puis nous allons laisser faire un travail plus en profondeur et les TPTC parce que position stratégique de l'hôpital, donc l'entouré de rue Saint-Honoré, rue Monseigneur-Guillot. Donc, si le drain dans la rue bouché tout, nous pas épargné. Et puis, le ministère de venu visiter nous. Nous contacté tout une section spécifique du ministère de la Santé publique pour avec ingénieurs qui travaillent dans faire plus en profondeur. Le commissaire Michel-Ange Louis Jeune est le nouveau porte-parole de la police nationale. Il a été présenté ce mardi lors d'une cérémonie organisée à la direction générale de la PNH. Il remplace à ce poste Franz Lerbourg, qui est devenu directeur départemental de la police de l'Ouest. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.